Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est ravis et honorés de recevoir David Turfry, géographe, qui est un grand spécialiste, si ce n'est le spécialiste français, de la Russie et des mondes russes. Bonjour, Monsieur Turfry. Bonjour. Alors, avant de commencer, on a une sorte de petite tradition à la Société de géographie. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Merci en tout cas pour cette invitation. Effectivement, ça me donne l'occasion de, de présenter un peu mon parcours rapidement. J'ai effectivement une thèse en géographie politique, hein, ou ce que certains appellent la géopolitique, qui est consacrée aux enjeux de souveraineté entre la Russie et son étranger proche, donc soutenue en 2008. Comme on le voit, le titre reste totalement d'actualité. Euh, j'ai un parcours qui est entre l'université et le monde de la diplomatie, on va dire, hein, puisque j'ai passé une dizaine d'années dans le réseau du ministère des Affaires étrangères dans le domaine de la coopération universitaire. Alors, c'était dans ma zone de compétences, hein, donc en Russie, dernièrement dans le Sud-Caucase, en Géorgie. Et en même temps, j'ai enseigné de nombreuses années. Là, j'ai repris l'enseignement au sein de l'Institut catholique de Vendée. Et puis, évidemment, il y a l'aspect recherche qui m'a amené à écrire sur la puissance russe. Avant tout, dans un premier temps, dans ses rapports avec son étranger proche, avec les républiques ex-soviétiques, des rapports difficiles, comme on le voit, mais qui sont aussi fondamentaux dans la mesure où d'une part, la puissance russe s'exprime historiquement dans cet espace eurasiatique. D'autre part, la Russie post-soviétique a, dès après la chute de l'URSS, euh, considéré que cet espace relevait de ses intérêts vitaux, on va dire, hein, puisque la notion même d'ailleurs d'étranger proche indique que ce serait un étranger qui ne serait pas tout à fait. Euh, et ça renvoie à la fois à une ambition de puissance, une ambition qui est liée à une sorte forme de, on a dit parfois une forme de doctrine Monroe à la russe, hein, l'Eurasie aux Eurasiens, et en même temps à des liens tout à fait concrets, c'est-à-dire que à la chute de l'URSS, on a quand même 25 millions de Russes ethniques qui se retrouvent en dehors des frontières de la Fédération de Russie. Donc c'est un aspect majeur, d'ailleurs, qui a sans doute été pas assez pris en compte, puisqu'on voit bien, hein, historiquement, les peuples dispersés ou divisés, eh bien, ça peut poser des problèmes géopolitiques, et bien, c'est effectivement le cas avec le conflit ukrainien, parce qu'il y a une dimension qui est liée à cette présence des Russes ethniques en dehors des frontières de la Russie, même si ce n'est pas la seule hein, qui concerne le conflit ukrainien. Et puis plus largement, en fait, les liens entre la Russie et ces pays sont multiples. Économiques, hein, les infrastructures économiques soviétiques étaient centralisées, elles fonctionnaient selon des logiques qui ne respectaient pas du tout la question des frontières, qui étaient des frontières administratives hein, sous l'URSS. Donc l'éclatement va impliquer des restructurations douloureuses pour la Russie comme pour ses voisins. On sait par exemple hein, toute la question du transit des hydrocarbures, elle est en partie liée à cette dimension. Et puis, vous avez des liens humains très forts, hein. La plupart des familles russes ont des membres de leur famille proches ou plus ou moins proches qui habitent une des républiques ex-soviétiques et vice-versa, hein. Par exemple, à l'heure actuelle, vous avez beaucoup d'Ukrainiens qui ont des membres de leur famille en Russie ou en Biélorussie. Et donc, ça implique aussi ces liens humains qui se sont je ne dirais pas renforcés, mais qui se sont poursuivis en tout cas avec les migrations, hein. On a beaucoup de migrations dans cet espace, vers la Russie avant tout, mais aussi entre les différentes républiques ex-soviétiques.
Alors, si aujourd'hui on vous a invité à intervenir sur le site de la Société de Géographie, c'est à deux titres. Le premier, c'est un titre, allez, appelons-le commercial. Vous avez publié en 2021 chez Armand Collin, Russie, le retour de la puissance, livre qui vient d'être réédité en 2024, toujours chez Armand Collin, mais au format poche. Et donc, ben, cette réédition nous a semblé intéressante, enfin, nous a semblé intéressante bien sûr, mais nous a semblé être une bonne opportunité pour évoquer un sujet qui depuis qui a occupé le devant de la scène médiatique et de la scène internationale pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc la guerre entre la Russie d'un côté et l'Ukraine de l'autre, mais un sujet qui semble être tombé enfin, semble avoir été relégué au second plan sur la scène médiatique. Alors, moi, ma première question, elle est assez simple. Aujourd'hui, donc, on mène l'entretien le 6 février 2024. Quelle est la situation sur le terrain? Quelle est la situation en Ukraine? Quelle est la situation en Russie? On a une cohorte d'informations souvent contradictoires. Donc, vous, spécialiste de cette région, où en est-on? Alors, effectivement, c'est effectivement cette réédition de mon ouvrage est l'occasion de faire le point sur ce conflit, sur ce qu'est la puissance russe au travers de ce conflit. Je voudrais préciser que Armand Collin est désormais dans le groupe Duno, donc c'est sorti en poche chez Duno. Et la deuxième précision, c'est que l'ouvrage a été réactualisé dans son ensemble, hein, donc il a pris en compte les développements de la guerre en Ukraine et j'ai rajouté aussi un chapitre spécifique sur la guerre en Ukraine et ses différentes dimensions, à la fois en Ukraine même, mais ses répercussions aussi à l'international, et on pourra sans doute en reparler. Alors, sur la situation actuelle, euh, en fait, on constate, je dirais, depuis un an environ, une forme d'enlisement. J'avais été interrogé d'ailleurs il y a un an à peu près sur les médias et beaucoup d'analystes étaient dans l'idée que la contre-offensive ukrainienne allait changer radicalement la situation et je m'étais permis moi de parler d'enlisement. Or, qu'est-ce qu'on a constaté? Bien que la contre-offensive ukrainienne a été un échec, hein, maintenant c'est reconnu à peu près par tout le monde. Euh, Malheureusement, un échec qui est aussi une tragédie, et ce conflit est une vaste tragédie, hein, parce que ce sont des dizaines de milliers de morts, sans doute des centaines de milliers en réalité, euh, des destructions de grande ampleur. Et puis, depuis quelques mois, à l'inverse, donc c'était la contre-offensive ukrainienne a été un échec, mais enfin, c'était quand même les Ukrainiens qui étaient à l'offensive, hein, qui menaient le rythme, et les forces russes en défensive. Et là, on est dans une situation depuis quelques mois où on ne peut pas parler de contre-offensive russe, hein. Il n'y a pas un déploiement de forces si important, mais c'est quand même la Russie. L'initiative est repassée à la Russie dans une forme de grignotage, hein. Alors, donc, il y a des prises de villages, de quelques zones contestées. Donc, la pression est désormais russe, mais on n'a pas de développements territoriaux très importants. Et finalement, la ligne de front, depuis un an, elle évolue très peu. Donc, on peut parler d'enlisement. Maintenant, sans vouloir faire de vastes développements sur la réalité internationale, la dynamique actuelle, telle qu'on la lit, elle est défavorable à l'Ukraine pour quelques raisons que je peux évoquer ici. La première, on en parle beaucoup, eh bien, c'est en quelque sorte les fondements, on va dire, démographiques des deux puissances, hein. Donc, parce qu'on est justement dans une guerre d'usure, et plus la guerre dure, plus l'Ukraine subit des pertes qui proportionnellement sont plus importantes que pour la Russie, d'autant plus qu'une partie non négligeable des Ukrainiens ont fui en Europe et plus largement à l'étranger, et que ce processus semble se poursuivre malgré toutes les restrictions de déplacement mises en œuvre par les autorités ukrainiennes. L'autre élément majeur, c'est que
euh, les Occidentaux, les Ukrainiens, comptaient sur un essoufflement, voire un effondrement de l'économie russe, notamment dans sa partie militaire, et l'idée que finalement, eh bien, la Russie serait amenée à négocier, voire à capituler, en tout cas sur le front ukrainien, du fait d'une absence ou d'un manque d'armement pour continuer la guerre. Or, toutes les analyses semblent converger vers l'idée que ça n'est pas le cas et qu'au contraire, la Russie ne cesse d'augmenter sa production depuis un an et demi. Enfin, de l'autre côté, par contre, les Occidentaux, on a cette surprise de constater que l'Occident dans son ensemble, ce que les Russes appellent l'Occident collectif, eh bien, parvient tout juste à équilibrer le rapport de force par les livraisons d'armes aux Ukrainiens. Et on sent ce qu'on appelle une forme de fatigue occidentale vis-à-vis du conflit. Hein, vous l'évoquiez sur l'aspect médiatique, qui quand même a son importance pour mobiliser les opinions et les gouvernements. Et on le voit aussi, alors en Europe, on voit aussi que les répercussions économiques sont importantes et que certains secteurs de l'opinion publique commencent à se poser des questions sur l'impact économique qu'a ce conflit. Et puis aux États-Unis, c'est encore plus grave d'une certaine façon parce que les républicains et démocrates sont très divisés et le Congrès américain ne parvient pas depuis plusieurs mois à voter des crédits pour venir en aide à l'Ukraine. Alors, je le rappelle, donc le titre de votre dernier ouvrage, c'est Russie, le retour de la puissance. Justement, concernant cette puissance russe, on a absolument tout entendu depuis le début de la guerre. Une puissance russe qui serait qui pourrait presque être le concurrent des grandes puissances américaines ou chinoises. À l'inverse, une puissance russe qui n'en serait plus du tout une. Justement, vous disséquez un petit peu cette notion de puissance et vous l'adaptez au contexte russe dans votre ouvrage. Alors, depuis le début de la guerre, en tant que spécialiste de ce pays et de cette région-là, qu'est-ce que la guerre nous dit justement de la puissance russe? Est-ce qu'on est sur cette puissance conquérante? Est-ce qu'on est au contraire sur ce que certains observateurs appelleraient une puissance moyenne? Vous, quelles sont les leçons, si je puis dire, de cette guerre concernant la nature réelle de la puissance russe? Alors, effectivement, cette thématique, de manière générale, la question de la puissance est complexe et pas seulement appliquée à la Russie, mais il est vrai que pour la Russie, on a souvent des avis extrêmement divergents, peut-être plus que pour d'autres puissances. Hein, bon, voilà, si on parle de la France, on admet en général que c'est une puissance moyenne. Si on parle des États-Unis ou de la Chine, on est plutôt dans les grandes puissances on a même parlé voilà, de duopole potentiel à l'échelle internationale. Donc, et la Russie, on a un peu du mal à la situer, y compris parce que elle a un parcours extrêmement particulier. Hein. Ça a été une des plus grandes puissances sur le continent européen au 19e siècle. Hein. On se rappelle des troupes russes à Paris. Elle était à la manœuvre au congrès de Vienne. Hein. On a parlé de gendarme de l'Europe. Hein. C'était le gendarme de l'Europe pendant plusieurs décennies au 19e siècle. Au XXe siècle, eh bien, certains ont parlé de siècle soviétique euh, pour, euh, pour désigner ce caractère pivot de la puissance soviétique. Elle n'était pas forcément la première, mais en gros, les relations internationales tournaient autour de savoir si on était pour ou contre, en quelque sorte, l'Union soviétique, qui est devenu l'un des super grands. Et puis, évidemment, avec la chute de l'Union soviétique, il y a eu une, un effondrement même, on peut dire, de la puissance dans un premier temps russo-soviétique, euh, qui a été suivi à partir des
2000 d'un renouveau relatif qui a été d'ailleurs décrit par certains économistes comme faisant de la Russie une puissance émergente. Et là, c'est assez intéressant parce que, comme je viens de le dire, grande puissance au 19e siècle, superpuissance au 20e siècle, et puis la Russie redeviendrait ou deviendrait une puissance émergente. Ça paraît un petit peu étonnant. Et on voit bien que on ne sait pas trop la placer parce qu'elle elle n'est pas dans les puissances occidentales développées classiques. Elle n'est pas vraiment une puissance émergente en réalité parce que quand on regarde un certain nombre de critères sociaux, d'instruction, de niveau d'instruction, de développement socio-économique, d'industrialisation, etc. Elle a déjà effectué une bonne partie de la modernisation qu'effectuent à l'heure actuelle des pays d'Asie en général, voire d'Afrique. Donc, effectivement, la puissance russe est singulière de ce point de vue-là. Elle est difficilement, on est difficile de la classer. Alors ensuite, pour ce qui est que dit le conflit ukrainien de cette puissance? Alors effectivement, dans mon ouvrage, euh, j'ai entrepris hein, au travers de grandes entrées euh, d'analyser les éléments de cette puissance. Il y a notamment un chapitre qui est intitulé «La Russie a-t-elle les moyens de ses ambitions?» Et ce chapitre est consacré aux questions démographiques et économiques, parce que finalement, la Russie, elle dispose d'un vaste territoire, de très vastes ressources, peut-être les plus importantes au monde, hein, du fait de ce vaste territoire en partie, d'une grande diversité de matières premières. On le voit, elle dispose aussi d'un potentiel agricole majeur, hein, premier exportateur de blé de la planète et par ailleurs un très grand exportateur de céréales. Elle a une industrie, elle a des élites, en tout cas des élites scientifiques qualifiées. Donc elle a beaucoup d'atouts, mais souvent on a deux aspects, on a plusieurs aspects qui sont évoqués. C'est sa démographie déclinante. Donc ça, c'est quelque chose qui fait souvent consensus, ce serait son point faible majeur. Et puis une économie basée sur les ressources, une économie de rente, qui serait finalement trop faible pour prétendre au rang de grande puissance, on va dire, pour faire rapide. Donc, qu'en est-il de ces deux points? Alors, sur la démographie, il est évident que la Russie a connu et continue de connaître une crise démographique depuis 30 ans quand même, donc ça fait quand même une période longue. Et cette crise démographique, la Russie a du mal à s'en sortir du fait d'héritages très lourds de la période soviétique et puis du fait de problématiques plus contemporaines, à la fois une mortalité plus importante qu'en Occident et une natalité qui est relativement faible, même si elle est désormais par ailleurs comparable à celle qu'on connaît en Europe. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que cette crise démographique russe, elle était plutôt spécifique dans les années 90-2000, c'est-à-dire que en Occident notamment, on était dans une situation nettement plus favorable, et que ces derniers temps, je pourrais dire, d'une certaine façon, elle a tendance à, à, euh, à se normaliser, si je puis dire, comparativement, parce qu'en réalité, on a de plus en plus de pays sur le continent européen, mais aussi en Asie, qui rentrent dans des formes de crise démographique, c'est-à-dire que leur somme naturelle est négatif. Finalement, la Russie, en quelque sorte, entre guillemets, était en avance de ce point de vue-là. Et donc, cet aspect, il est moins original, si je puis dire, par rapport à d'autres puissances concurrentes. Mais c'est une évidente faiblesse qui joue son rôle aussi d'ailleurs dans le conflit. Je vais y revenir. Et puis l'autre aspect, c'est l'économie. Alors l'économie, là, c'est sans doute là où on entend un peu tout et son contraire. Et ça, c'est assez intéressant. D'une part, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de l'économie russe et l'économie en général, beaucoup d'analystes, et beaucoup dans les élites politiques, je constate,
font un parallèle immédiat entre la puissance et l'économie. C'est-à-dire qu'en gros, le classement des économies, des PIB, permettrait de nous donner le classement des puissances. Donc ça, c'est quand même une approche assez simpliste. Il y a un biais économiste qui est très présent et même souvent implicite, et que je pense que les géographes ont un rôle important à jouer pour rééquilibrer cette vision qui me paraît un peu simpliste. Et par ailleurs, quand on s'intéresse aux critères pour dire, voilà, l'économie russe, finalement, c'est une petite ou une économie moyenne qui n'a pas un fort impact à l'échelle internationale. Ça a été évoqué par nos élites au début du conflit. Hein. On avait l'expression, notamment, la Russie, c'est le PIB de l'Espagne. Alors, bon, d'une part, depuis quelques années, la Russie, c'est nettement plus que le PIB de l'Espagne. Puisque en PIB nominal, la Russie est en 2022, hein, je vais prendre les chiffres de 2022 de la Banque mondiale, est située à la huitième place. L'Espagne, c'est à la 15e, donc on n'est quand même pas tout à fait dans la même proportion. Et puis, on sait que le PIB est aussi discuté, puisqu'on a deux formes de PIB, PIB nominal et le PIB en parité de pouvoir d'achat. Et en PIB PPA, la Russie, en 2022, était à la cinquième place, juste devant l'Allemagne. Donc, on voit bien déjà que la représentation selon laquelle l'économie russe serait véritablement une petite économie ou une économie peu importante n'est pas confirmée par cette mesure du PIB. Et puis par ailleurs, la comparaison avec l'Espagne, si on y revient, pourquoi pas, elle ne prend pas en compte les aspects un peu plus stratégiques, c'est-à-dire que la Russie, c'est par exemple un grand producteur, un des principaux producteurs exportateurs de pétrole et de gaz sur la planète, aux côtés de qui? Aux côtés des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, on va dire. Hein. C'est les trois grandes puissances énergétiques. La Russie, on l'a dit, c'est le premier exportateur de blé et un très grand exportateur de céréales. C'est aussi le premier exportateur de centrales nucléaires, une des trois principales puissances spatiales qui a envoyé en 2022, non, surtout en 2023, nettement plus de satellites que l'Europe dans son ensemble. Donc, il y a d'autres secteurs qui montrent que résumer même l'économie, si on se dit que la puissance est quand même très liée à l'économie, par le PIB, c'est un peu court parce que ça ne prend pas en compte des aspects stratégiques. Alors évidemment, là, je n'ai pas évoqué le fait que la Russie est le deuxième exportateur d'armes au monde, c'est-à-dire des choses un peu plus classiques qu'on évoque plus couramment. On dit finalement la Russie, c'est de l'énergie et des armes, mais il n'y a pas grand-chose autour. Et en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est confirmé par un indicateur qui est utilisé souvent, ce qu'on appelle les indicateurs avancés. Par exemple, la Russie, c'est le quatrième producteur d'électricité de la planète, après la Chine, les États-Unis et l'Inde. Hein, vous avez Chine, les États-Unis, Inde, et la Russie, le quatrième producteur d'électricité. Or, on considère que la production d'électricité est un bon indicateur pour évaluer la puissance industrielle d'un pays. Donc, on voit bien que ça met pas la Russie, ça met la Russie tout à fait, même en termes économiques, plutôt dans les grandes puissances. Alors, bien entendu, ça n'implique pas qu'il n'y a pas de faiblesse. Il y a des très fortes faiblesses. Il y a le poids de la rente qui a beaucoup d'implications. Euh, donc corruption, les capitaux, la fuite des capitaux, le manque d'innovation. On a un certain nombre de secteurs industriels qui manquent d'innovation. On a des dépendances russes importantes. Mais d'une certaine façon, bon, les dépendances et interdépendances ne sont pas forcément une spécificité russe par ailleurs. Alors pour revenir au conflit ukrainien, tout ça a sans doute été sous-estimé au début de la guerre. Et on se rappelle hein, que nos dirigeants, y compris en France, parlaient dès les premières vagues de sanctions d'un effondrement de l'économie russe. Ils disaient, voilà, on va mettre en œuvre des sanctions qui vont provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et implicitement, l'idée, c'était qu'on allait gagner la guerre simplement par le biais
de sanctions économiques, que le reste ne serait pas nécessaire. Comme on le voit, ça s'est révélé illusoire. Non seulement l'économie russe ne s'est pas effondrée, mais à la surprise générale, en 2023, l'économie russe a connu une croissance supérieure à celle de l'Union européenne. Donc on voit que ce calcul-là, même si dans le détail on pourrait discuter d'un certain nombre d'éléments, les sanctions, elles ont aussi eu des impacts. La question n'est pas de nier l'impact, mais dans l'ensemble, ça n'a pas eu les effets escomptés. Et ça montre que la puissance russe est plus importante, plus résiliente qu'on ne le pensait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on avait aussi comme image au début du conflit, c'était que l'économie, elle n'était pas, on en viendrait facilement à bout. Par contre, l'armée russe était souvent évaluée comme euh, parmi les meilleures. Elle avait fait ses preuves notamment en Syrie, elle avait été modernisée. On avait l'impression que certains pensaient que la Russie viendrait à bout rapidement de l'armée ukrainienne. Et surprise, dans l'autre sens, je dirais, là au contraire, ça n'a pas été le cas. Alors, et c'est là que c'est intéressant, on voit les limites. Alors, les limites, elles peuvent s'expliquer d'une part parce que l'outil militaire, la chose militaire est quand même très complexe. Et entre avoir une armée sur le papier dispose d'un certain nombre d'armements, d'un personnel nombreux, relativement nombreux, et puis la mise en œuvre d'une guerre, c'est une autre affaire, comme on le voit. Et puis, il y a quelques éléments à donner. D'abord, d'une part, euh, l'invasion russe de l'Ukraine a été effectuée au départ, on estime environ avec 150 000 hommes. 150 000 hommes, dans la période contemporaine, ça paraît beaucoup, mais pour le territoire concerné, plus de 600 000 km², soit l'Ukraine est l'État le plus étendu d'Europe si on exclut la Russie, plus étendu que la France. En réalité, c'est très faible. Et on a des précédents historiques assez récents qui montrent qu'avec 150 000 hommes, l'armée russe ne pouvait pas occuper le territoire ukrainien et même en faire la conquête d'une grande partie. Donc c'était une opération qui, semble-t-il, n'était pas destinée à durer et plutôt à être. On était dans une sorte de guerre éclair qui n'a pas fonctionné, ça c'est indiscutable, mais il faut prendre en compte aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que ça n'a pas été, la Russie n'a pas mobilisé tous ses moyens de manière massive dans le début du conflit, et ça renvoie d'ailleurs en partie à cette idée d'opération spéciale. C'était une sorte d'opération, certes de grande ampleur, qui a choqué l'opinion publique internationale. On s'est un peu réveillé, on se demandait ce qui se passait. Mais disons que ça n'a pas été une mobilisation de l'ensemble de l'outil militaire et de la population russe dans le conflit, alors même qu'en face, qu'est-ce qui se passe en face? Eh bien, on a une mobilisation massive du côté ukrainien. Euh, L'interdiction d'ailleurs pour les hommes de sortir du territoire ukrainien très rapidement. Alors il y en a certains qui ont eu le temps de partir, mais pour beaucoup d'entre eux, eh bien, ils sont coincés en Ukraine parce ils sont sur le front ou potentiellement mobilisables. Euh, et par ailleurs, ce qui est intéressant de constater, c'est que progressivement, ce conflit russe, au départ russo-ukrainien, s'est transformé en conflit russo-occidental, il faut bien le dire, parce que si sur le terrain, ce sont bien des Ukrainiens qui se battent, pour le reste, l'ensemble, désormais, la quasi-totalité des armements qu'ils utilisent sont livrés par les Occidentaux, et l'effort de guerre, et notamment en point de vue économique, est pratiquement totalement occidental. L'Union européenne vient de voter une aide de 50 milliards d'euros pour les 4 années prochaines. Ces 50 milliards d'euros, essentiellement, ils ne sont pas pour les armements, ça c'est un autre sujet, ils sont essentiellement pour financer l'État ukrainien. C'est-à-dire qu'en fait, l'État ukrainien est totalement sous perfusion occidentale.
Et si cette aide massive n'avait pas eu lieu, malgré les déboires de l'armée russe, l'Ukraine ne pouvait pas faire face toute seule. Et donc ça aussi, ce qui nous amène à dire que il y a eu une contre-performance militaire russe indiscutable au début de la guerre, mais qu'à l'heure actuelle, dans la mesure où on est rentré dans un rapport de force entre la Russie et l'Occident, il y a, les choses semblent se rééquilibrer parce que on a eu, et c'était intéressant, parce qu'il y a eu des discours, et ça c'est un peu le problème des discours médiatiques, c'est qu'on était dans une armée russe qui allait faire qu'une bouchée de l'armée ukrainienne, et puis quelques mois plus tard, on est passé à l'idée de l'armée russe totalement nulle, les généraux sont incompétents et tout ça va s'effondrer. Et puis maintenant, on est repassé, on a des discours assez étonnants d'ailleurs de membres de l'OTAN qui disent que la Russie se prépare à envahir l'Europe. Donc on ne comprend plus. Voilà, d'un côté, il y a quelques mois, elle s'effondre, maintenant, elle va envahir l'Europe. Et donc il y a beaucoup de rhétorique derrière ça, et c'est vrai que là encore, je pense que les scientifiques en général et les géographes en particulier ont sans doute leur mot à dire pour ramener les choses un petit peu sur le moyen et le long terme et aussi se baser sur les structures lourdes qui font, voilà, qui permettent hein, de prendre un peu de recul par rapport aux événements immédiats. Vous nous avez parlé longuement des conséquences économiques, de la question de la puissance russe, de la réalité ou au contraire du mythe quant à la puissance russe. Euh, Moi, j'ai une question à vous poser en tant que spécialiste de la société russe aussi. Cette Mhm. guerre, comment elle est perçue par la population elle-même? Est-ce qu'il y a une sorte de consensus national? Est-ce qu'au contraire, il y a un refus de la guerre? Quelles sont, vous, vos impressions et vos analyses sur cette question-là? Alors, donc, cette question, évidemment, elle est très complexe, d'une part parce que la société russe est complexe, elle n'est pas monolithique, contrairement là encore à un petit peu des visions, on va dire, médiatiques pour faire vite. Euh, et par ailleurs, il y a plusieurs aspects. D'une part, on est dans un pays en guerre, avec un pouvoir qui a introduit une forme de censure, avec une répression des avis divergents, en tout cas exprimés de manière publique sur le conflit. Hein. Les critiques de l'armée maintenant sont sanctionnées, parfois lourdement. Et donc, percevoir la réalité de l'opinion publique est assez complexe, on imagine bien, dans ces conditions. Euh, Bon, alors, donc ça, c'est un premier point qui doit nous amener à nous dire qu'on a certaines limites quant à la perception de l'opinion publique russe. Euh, le, le, Ceci dit, de ce qu'on sait des sondages qui ont été réalisés de ce qui transparaît de l'opinion publique au travers de ces sondages, de ces enquêtes d'opinion, y compris de sources plutôt a priori sûres, il semblerait qu'une majorité des Russes soutiennent le pouvoir dans ce conflit. Alors, une fois qu'on a dit ça, hein, c'est-à-dire à la fois le fait que l'expression d'une opposition à la guerre est réprimée et que par contre, il semblerait qu'il y ait une majorité de la société russe qui soutienne le pouvoir, il s'agit peut-être de donner quelques éléments d'interprétation. Euh, de ce que j'ai perçu, c'est qu'au tout début du conflit, l'opinion publique russe, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'opinion publique russe n'était pas préparée à ce conflit. Parce que finalement, certes, il y avait cette tension autour du Donbass, donc de ces régions séparatistes dans l'est de l'Ukraine, qui étaient présentes depuis plusieurs années, mais après tout, ce conflit, il durait depuis 2014, on était en 2022, et c'était un conflit de faible intensité, donc voilà, qui était intégré, on va dire, dans l'ensemble des relations de la Russie. Et pour le reste,
il y avait eu, dans les mois précédents l'invasion russe, euh, effectivement des signaux, hein. Le Kremlin avait mobilisé ses troupes, on avait eu un activisme diplomatique fort autour de cette question, mais on ne peut pas dire que le Kremlin préparait, j'ai pas l'impression, on n'a pas l'impression que le Kremlin préparait l'opinion publique à ce conflit, y compris sans doute pour des raisons tactiques, parce que il a aussi joué en quelque sorte la surprise, hein. C'était évidemment l'invasion a été réalisée en bonne partie. Alors il y avait des signaux, les Américains notamment alertés, mais cette invasion, elle était quand même préparée dans le plus grand secret. Euh, et donc, ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième, c'est que ça a été donc un choc, je pense, en bonne partie, autant pour l'opinion publique russe que pour l'opinion publique occidentale. Ça doit être pris en compte. Et peut-être même encore plus, parce qu'évidemment, c'est le pays est en guerre, ou rentre en guerre, malgré euh, la rhétorique du Kremlin qui parlait d'intervention, enfin, qui a évité le mot guerre pendant longtemps. Et puis, ce qui a rajouté au choc, c'est que les Russes, majoritairement, même si le conflit au Donbass avait déjà créé une certaine distanciation, ont toujours considéré que les Ukrainiens étaient un peuple frère, un peuple très proche. Certains parlent même d'un ensemble, disons, qui serait des Slaves de l'Est très solidaires entre eux, qui ont partagé notamment le combat contre le nazisme majoritairement, hein. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des millions d'Ukrainiens qui se battaient dans les troupes soviétiques aux côtés des Russes. Et donc, une culture très largement partagée, une religion commune, une histoire en partie commune. Et donc, ce conflit, cette entrée en guerre sur décision du Kremlin, a évidemment interrogé une partie de l'opinion publique. Pourquoi est-ce qu'on va faire la guerre chez le voisin ukrainien? On sait qu'il y a des problèmes, qu'il y a le Donbass. L'opinion publique, certes, était plutôt préparée au fait que, en tout cas, elle considérait que le conflit dans le Donbass était largement le fait et la faute des nationalistes ukrainiens, hein. C'est la façon dont le pouvoir russe a présenté les choses. Mais de là à aller jusqu'à une invasion tous azimuts, il y avait quand même une grande différence. Euh, donc, même si on n'a pas eu de sondage au jour le jour et d'enquête d'opinion, je pense qu'au départ, l'opinion russe a pu être un peu dubitative, pour le moins, sur cette entrée en guerre. Par contre, ce qui s'est passé progressivement, et paradoxalement, je dirais que plus le conflit a duré, plus, ou en tout cas dans un premier temps, maintenant on pourrait imaginer que cet enlisement dont on a parlé amène une nouvelle phase, hein, peut-être de fatigue aussi côté russe, mais progressivement, dans une première phase, il y a une consolidation progressive de l'opinion publique autour du pouvoir, en partie, moi je l'interprète comme ça en tout cas, du fait, en partie du fait des sanctions, parce que les sanctions étaient massives et que ces sanctions massives, elles n'ont pas touché que les oligarques et le pouvoir, hein, ce qui aurait été sans doute vu comme assez légitime éventuellement par l'opinion publique, mais une grande partie de l'économie russe et la société russe, hein. Par exemple, le fait de mettre fin aux liaisons aériennes entre l'Europe et la Russie, évidemment, a touché en premier lieu le russe moyen, hein, qui voulait pouvoir continuer à voyager en Europe. Encore plus, le fait d'empêcher l'exportation de pièces détachées pour les avions volant en Russie a pu donner l'impression que la sécurité de l'aviation civile russe était remise en cause par les Occidentaux. Donc, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été vues comme non pas s'attaquant au régime
responsables de la guerre, mais comme une forme de punition collective vis-à-vis des Russes. Et ça a été renforcé aussi parce qu'il n'était pas véritablement des sanctions, mais par un mouvement dans les premiers mois de la guerre, après ça s'est un peu atténué, mais notamment de remise en cause de la culture russe. Hein. On a eu voilà, des velléités d'annulation d'opéras russes, voilà, de remise en cause même des liens culturels et de la place de la culture russe en Occident. Et donc tout ça a donné l'impression à une partie, évidemment renforcée par la propagande des médias hein, en Russie, donner l'impression à une partie non négligeable de l'opinion publique russe que l'Occident n'était pas hostile seulement au régime responsable de l'invasion en Ukraine, mais serait en fait hostile à la Russie dans son ensemble. Et donc voilà, on en est là. Et on a aussi d'autres aspects évidemment plus internes. Il y a notamment des aspects très pragmatiques, le fait d'être potentiellement mobilisé pour aller faire la guerre. Alors là, il y a eu plusieurs éléments. Hein. Il y a eu les Russes qui ont voté avec leurs pieds, comme on dit. Hein. Ils ont quitté le pays. Hein, et on a plusieurs centaines de milliers de Russes qui ont fui, notamment en septembre-octobre 2022, quand la mobilisation a été, a été annoncée par le président Poutine. Et il y a des Russes qui avaient fui le pays auparavant, dès les premières semaines et les premiers mois. Certains parce qu'ils craignaient justement cette mobilisation. Se disaient, si au vu de ce conflit, on risque de devoir être mobilisé à un moment. Et puis d'autres par opposition à la guerre. Donc il y a des Russes qui sont partis parce qu'ils ne voulaient plus rester en Russie du fait de cette guerre. Et puis d'autres encore pour un peu, de manière plus pragmatique. Hein, par exemple, il y a des informaticiens, beaucoup d'informaticiens ont quitté le territoire russe parce que certaines sanctions ont visé ces activités. Donc, pour continuer les activités de sous-traitance vis-à-vis de firmes occidentales, ils ont quitté le territoire russe, parfois en s'installant de manière très, très proche de la Russie, hein, en Arménie par exemple, en Géorgie. Donc il y a aussi ces Russes qui sont partis. Et puis en interne, il y a les maires, ben, voilà, il y a ce que malheureusement la Russie a connu dans son histoire de nombreuses reprises, les mères de soldats hein, qui s'inquiètent, les mères et les femmes hein, de soldats qui s'inquiètent du sort de leurs conjoints, de leurs proches. Il y a l'inquiétude d'une potentielle nouvelle mobilisation, sachant que en réalité, le Kremlin avait commencé cette guerre, on l'a dit, avec relativement peu d'hommes, et il souhaitait manifestement faire une guerre de soldats professionnels, une guerre sans avoir recours à la mobilisation, y compris pour des raisons alors à la fois symboliques, historiques, etc. C'était l'idée un peu de faire une guerre à l'américaine, si je puis dire. C'est-à-dire on fait une guerre avec un corps expéditionnaire et la société continue à vivre sa vie de son côté. Hein. Il y avait vraiment la volonté de créer une sorte de normalité. Vous continuez à vivre comme vous viviez avant. Et puis, bon, on a envoyé des soldats dans un pays voisin, mais ça, c'est l'affaire de l'armée. Et les deux choses sont séparées. Euh, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la mobilisation, manifestement, a été repoussée par Vladimir Poutine le plus tard possible et qu'elle s'est faite de manière un petit peu précipitée. Et sans doute, ça explique aussi pourquoi l'armée russe a reculé dans ces mois-là, parce qu'elle n'avait pas assez d'hommes sur le terrain. Ce n'est pas forcément qu'elle n'avait pas assez de moyens militaires au sens d'armement, mais elle n'avait pas assez d'hommes pour tenir le terrain. Et le Kremlin il a été contraint de mobiliser, et donc la guerre a rattrapé la société russe, ce qu'il ne souhaitait pas, en tout cas pas dans ces dimensions-là. Euh, mais il a aussitôt présenté mobilisation partielle, qui va, voilà, 300 000 hommes, on ne va pas plus loin. Et pour l'instant, le discours, c'est de dire que c'est fini, il n'y aura plus d'autres mobilisations. Et pour l'instant, effectivement, en 2023, ce qu'on observe, c'est que le Kremlin recrute contrat, donc massivement,
Apparemment, on est à plus de 100 000 hommes qui sont venus s'ajouter aux 300 000 mobilisés, qui sont recrutés sur contrat. Et pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, c'est la stratégie du Kremlin, justement pour ne pas tenter de ne pas trop que l'impact sur la société russe soit restreint et ne pas susciter un mécontentement trop important. Et puis aussi, cet élément-là, il renvoie aussi à la démographie, justement, pour revenir à des éléments plus. C'est que la capacité de mobilisation, elle est celle d'un pays en crise démographique, donc restreinte. Et ça peut expliquer aussi la façon dont le Kremlin gère son implication dans le conflit. C'est-à-dire que finalement mobilisé de manière relativement restreinte hein, par rapport au potentiel de mobilisation qu'il a face aux Ukrainiens. Et bien finalement, les deux pays, la Russie, c'est au moins c'est trois, maintenant peut-être même presque trois à quatre fois plus un pays trois à quatre fois plus nombreux que l'Ukraine. Or, sur le terrain, on sait que les forces en présence sont à peu près de même à égalité en termes de nombre. Et ça renvoie à l'idée que malgré tout, le Kremlin tente de ménager l'opinion publique russe et de ne pas trop avoir un impact trop fort sur la société russe de ce conflit. J'aurais voulu finir notre entretien par une dernière question et là encore vous interroger sur une idée reçue qu'on a beaucoup entendue ici et là. L'idée selon laquelle l'entrée en guerre de la Russie en Ukraine aurait isolé le pays sur la scène internationale. On l'a entendu énormément au début du conflit. Ensuite, plusieurs éléments ont un petit peu, si je puis dire de manière triviale, mis du plomb dans l'aile de cette hypothèse, notamment les votes successifs à l'ONU condamnant ou au contraire décidant de sanctions contre la Russie. On a vu que beaucoup de pays sur la planète avaient soit refusé d'entériner, soit s'étaient abstenus. Donc aujourd'hui, là encore, hein, au mois de février 2024, est-ce que la Russie est à ce point isolée sur la scène internationale? Ouais, déjà, pour répondre à cette question, je voudrais juste revenir sur le fait que ce conflit, il a plusieurs échelles, hein, il peut s'analyser à plusieurs échelles. Il y a le conflit qui relève de questions, on va dire, territoriales, et notamment de l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine ou à la Russie, hein, avec l'annexion russe en 2014, du conflit dans le Donbass, que j'ai évoqué, qui était, voilà, qui n'était pas réglé, hein, les accords de Minsk n'ont pas été appliqués, et donc le Kremlin a présenté son entrée en guerre comme une des velléités de mettre fin au conflit selon ses conditions, les conditions du Kremlin, et de défendre les républiques séparatistes du Donbass. Et puis, il y a une autre échelle qui est celle des rapports entre la Russie et l'Occident, et notamment de l'appartenance potentielle de l'Ukraine à l'OTAN. Et donc, cet élément-là, il a été présenté, en tout cas dans les mois précédant l'entrée en guerre, comme fondamental, puisque la Russie, le Kremlin avait proposé hein, des accords aux Occidentaux mettant fin à l'élargissement de l'OTAN à l'Est, et donc impliquant que l'Ukraine, donc c'était une sorte de garantie que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN, et ça reste à l'heure actuelle un des objectifs officiels de la Russie, qu'en cas d'accord pour mettre fin à la guerre, l'Ukraine resterait un État neutre voilà, entre la Russie et l'Occident. Et donc, cet aspect-là, c'est un aspect majeur parce qu'il explique aussi le bras de fer entre la Russie et l'Occident. Et pourquoi aussi les Occidentaux eh bien, soutiennent autant l'Ukraine, parce que là, il y a l'enjeu aussi de savoir qui va imposer finalement sa lecture des relations internationales dans le cas ukrainien. Euh, Partant de là, évidemment, les sanctions, on peut parler d'une forme d'isolement de la Russie dans la mesure où elle coupe la Russie d'un certain nombre de marchés
de relations avec l'Europe et l'Amérique du Nord et même certains alliés asiatiques des Occidentaux. Donc, ce qui est certain, c'est que ça implique pour la Russie une, une réduction de ses partenariats internationaux. Maintenant, si on regarde à l'échelle mondiale, il est difficile désormais de parler d'isolement dans la mesure où finalement l'Occident s'est retrouvé quand même assez seul dans sa volonté d'imposer des sanctions à la Russie. Finalement, à part l'Occident et là encore des alliés très proches des Occidentaux en Asie qui sont dépendants des États-Unis pour leur sécurité, le reste du monde n'a pas appliqué ces sanctions et même a été plutôt plus que dubitatif, même très critique de cette politique de sanctions en estimant que l'Occident voulait imposer aux autres pays sa lecture de conflit et puis surtout mettait en place des sanctions qui, en principe, relèvent de l'Organisation des Nations Unies. Hein, puisque n'oublions pas qu'en principe, les sanctions comme les interventions militaires, donc toutes les mesures coercitives dans les relations internationales, en principe, relèvent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, il y a une bonne partie des pays ce qu'on parfois on appelle le Sud global, qui dit, mais ça, ces éléments-là, ils auraient dû être mis en œuvre au sein de l'ONU. Ce à quoi peuvent répondre les Occidentaux, le problème, c'est que, en l'occurrence, la Russie étant membre du Conseil de sécurité, par définition, elle ne va pas voter des sanctions contre elle-même. Donc, voilà, on est coincé, on est obligé de prendre des mesures de notre côté. Alors, les votes à l'ONU, bon, ils sont complexes parce qu'il y en a certains qui sont majoritairement quand même à condamner l'invasion russe, d'autres qui sont plus équilibrés. Ça dépend un peu de la façon dont la question a été posée. Et puis, il y a une évolution, par contre, qui est plutôt défavorable aux Occidentaux. On constate que les votes, au départ, étaient plus unanimement à condamner. Et puis, au fil des mois, on a certains pays qui sont plus, qui veulent rester beaucoup plus neutres vis-à-vis de ce conflit. Ce qui est plus fondamental, je dirais, d'abord, c'est l'attitude concrète. Donc, effectivement, la majorité du monde continue à commercer avec la Russie, continue finalement à entretenir des relations normales avec ce pays. Et puis, on a aussi ce qu'on pourrait appeler les organisations non occidentales ou post-occidentales, ces organisations internationales dans lesquelles la Russie joue un rôle important et qui, depuis le début du conflit, ont eu tendance à se renforcer. Donc, il y en a deux. Il y en a une qui est assez connue à l'échelle internationale, mais qui pourtant n'est pas forcément la plus, disons, la plus ambitieuse dans ses objectifs, que sont les BRICS. Donc, on a vu que les BRICS viennent de s'élargir, là, début 2024, à de nombreux pays, et pas des moindres. Hein. On peut citer par exemple l'Arabie Saoudite, qui est quand même historiquement un pays très proche des États-Unis, hein, qui rejoint une organisation dominée par la Chine et la Russie, en plein conflit ukrainien. C'est quand même un symbole fort. Et puis, et d'autres pays du Moyen-Orient et d'Afrique hein, qui rejoignent cet ensemble. Et le nombre de candidats aux BRICS est nettement supérieur aux pays qui ont rejoint dans cette première vague. Et apparemment, hein, de ce qu'on peut comprendre, les BRICS vont s'élargir encore par la suite. Et puis, on a une autre organisation qui est plus ambitieuse dans ses objectifs, mais un peu moins connue, qui est l'Organisation de coopération de Shanghai, qui regroupe la Chine, la Russie, un certain nombre de républiques d'Asie centrale, mais aussi, depuis quelques années, l'Inde et tout dernièrement l'Iran. L'Iran est rentré dans cette organisation officiellement en 2023. Et donc, on a aussi un élargissement de l'Organisation de coopération de Shanghai, et en tout cas un poids très important de cette organisation. Et donc, on voit bien que ces organisations qui existaient avant la guerre, mais qui ont plutôt tendance à se renforcer depuis la guerre, révèlent des évolutions qui sont contraires à la perception, au moins initiale, des Occidentaux, de se dire, avec ce conflit, la Russie va totalement s'isoler. Ce n'est pas ce qu'on constate
au travers de ces organisations. Et enfin, ça se concrétise aussi par les velléités, notamment dans le domaine économique, de dédollarisation. Et là, c'est intéressant parce que on peut parler aussi d'aspects contre-productifs des sanctions. C'est-à-dire que ma thèse, c'est que les Occidentaux, les Européens notamment, se sont focalisés sur l'aspect bilatéral avec la Russie. On met des sanctions contre la Russie parce qu'elle a envahi son voisin ukrainien. On monte en puissance sur les sanctions et puis on en vote régulièrement de nouvelles parce que ça ne fonctionne pas en réalité, donc ça c'est un petit peu gênant. Mais en se focalisant sur cet aspect bilatéral, les Occidentaux ont un peu oublié le reste du monde. Or, ces sanctions, d'une part, elles ont un impact sur voilà, les équilibres économiques à l'échelle internationale, hein, ne serait-ce que sur le marché pétrolier. Hein, on a vu que la Russie a restructuré ses exportations vers des pays, par exemple l'Inde, qui achetait auparavant massivement dans le Golfe. Donc désormais, le pétrole russe vient concurrencer des pays du Golfe en Inde, par exemple. Et puis d'autre part, les pays non occidentaux regardent ce qui se passe, voient notamment que les réserves financières russes ont été gelées et que maintenant, il s'agirait potentiellement même d'une expropriation. Et là, on a constaté que les Saoudiens, les Chinois, ont commencé à vendre leurs bons du Trésor américain parce qu'ils se disent, si demain les relations, pour une raison ou une autre, avec l'Occident venaient à se dégrader, eh bien, on est sous la menace de ce genre de mesures. Et ça, je pense que malheureusement, en l'occurrence, ce n'est pas tellement la Russie qui a. Bien sûr, c'est provoqué par la Russie dans cette guerre en Ukraine, mais c'est aussi, je pense, les Occidentaux qui parfois n'ont pas pris la mesure des impacts de leurs actions vis-à-vis de la Russie sur leur image à l'échelle internationale. David Tortry, merci beaucoup. Alors, je le rappelle à nos spectateurs, à nos followers sur les différents réseaux, que vous êtes l'auteur de Russie, Retour de la puissance, paru en 2021 chez Armand Collin Duno. Maintenant, je fais bien comment dire, je n'oublie pas Duno. Ouvrage qui a été réédité dernièrement, donc au début de l'année 2024, en poche chez Duno, dans une version actualisée. Donc, merci beaucoup, David Tortry, pour vos réponses passionnantes et puis pour avoir un petit peu complexifié certaines des idées reçues qu'on avait autour de ce pays. Merci à vous pour l'invitation.